Les civils et les militaires, l'élite et la rue algérienne attendent avec impatience le moment de la fin du règne de Bouteflika et sa clique. C'est du moins ce que disent les Algériens à travers des réseaux sociaux et des médias libres. Certains décrivent la situation en Algérie de loufoque, où la rumeur du décès de Bouteflika se propage comme une traînée de poudre. Et tous les jours que Dieu fait, des jeunes rappeurs s'adonnent à cœur joie à des chansons avec un humour corrosif. D'autres ne ratent aucune occasion pour photoshopper Bouteflika dans des postures qui laissent transparaître leur colère contre un régime qui s'obstine à maintenir un président impotent, aphone et immobile sur une chaise roulante. Pour d'autres, l'Algérie est devenue comme un grand théâtre à ciel ouvert où le chef de l'État joue son rôle, son propre rôle, les yeux figés, le regard hagard et les mains qui ne suivent plus. Une économie effondrée, des autoroutes éventrées, une classe politique corrompue jusqu'à la moelle épinière. Et un gouvernement que mon invité d'aujourd'hui décrit comme une organisation de malfaiteurs. Et mon invité aujourd'hui, c'est Ali Benouari, l'ancien ministre algérien des Finances et président du parti Nida al-Watan, un nouveau parti que le régime de Bouteflika refuse d'agréer. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Monsieur le ministre, créer un parti en Algérie, c'est le parcours du combattant ? Oui, en quelque sorte, une espèce de parcours du combattant, là où normalement ça devrait être une formalité. La loi est claire, pour une fois, même s'il y a beaucoup d'obstacles, mais enfin, on arrive à les surmonter. J'ai un dossier complet, j'ai des partisans à travers tout le pays, dans toutes les wilayats. Il suffit de déposer le dossier, mais et ça c'est la loi, bon, pour déposer le dossier, il faut prendre rendez-vous avec le ministère de l'Intérieur. On va pour prendre rendez-vous. On nous dit non, le rendez-vous, il faut le prendre par téléphone. OK. Alors on vous donne un téléphone et puis vous appelez des jours, des mois, des semaines, des mois. Et ça sonne dans le vide, aussi ahurissant, aussi invraisemblable que ça puisse paraître. Je peux même vous donner le numéro et essayer. Et je prends d'ailleurs... Allez, chiche, allez-y, donnez-le-moi. Il est dans mon téléphone, mais je vous le donnerai après. Et je crois que instruction a été donnée à la Direction générale des libertés publiques qui s'occupe de l'agrément des partis, de ne pas répondre au téléphone. C'est ça qui est incroyable. Et alors, mais c'est en même temps pervers. Pourquoi? Mais parce que si on dépose un dossier et qu'il est rejeté, on peut toujours faire recours devant le Conseil d'État. Mais la loi ne prévoit pas que l'on puisse faire recours contre le silence de l'administration, contre la non-réponse au téléphone de l'administration. Vous en êtes où, in fine? Vous avez obtenu le rendez-vous pour avoir un rendez-vous? Pas du tout. J'ai fait ma demande par téléphone des centaines de fois. Enfin, j'ai essayé le fax parce qu'on m'a dit qu'il faut envoyer un fax. J'ai fait des appels par voie de télévision. Puis maintenant, j'en suis à une pétition. Je lance une pétition. Recevez Ali Benouari, monsieur le ministre de l'Intérieur. On verra. Peut-être qu'ils vont craquer quand on arrivera à 100 000 pétitionnaires, ou 500 000, ou 1 million, on va voir. Mais en tout cas, c'est une espèce de jeu pervers, parce que c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre. Mais là où il se trompe, parce qu'il ne faut pas non plus prêter aux dictatures plus d'intelligence qu'elles n'en ont. Elles sont intelligentes quand tout le monde se tait. Mais quand tout le monde réagit, leur jeu est démasqué. Et je pense qu'ils font un très mauvais calcul. Parce que voyez-vous, je n'ai pas encore déposé le dossier de mon parti, qu'il est connu à travers toute l'Algérie et bientôt, j'espère, mondialement connu. Le téléphone arabe, comme on dit? Oui, j'ai presque envie de leur dire, prenez votre temps. Mais plus sérieusement, monsieur le ministre, pourquoi un nouveau parti? Mais parce qu'on ne peut pas faire de politique sans parti. On ne peut pas capitaliser une expérience ou capitaliser les soutiens, comme les milliers de soutiens que j'ai eus au cours de la campagne électorale et qui se sont exprimés, qui ont exprimé leur attachement aux idées et aux idéaux que j'ai défendus, au programme notamment que j'ai présenté aux Algériens pour sauver le pays qui est menacé sur tous les plans, économiques,
sociale, l'existence même de l'Algérie en tant qu'État est remise en cause, risque d'être remise en cause. Et donc pour capitaliser tous ces soutiens et toutes ces sympathies, il n'y a pas d'autre moyen que de créer un parti. Voilà, un parti. Et que représente pour vous le gouvernement actuel? Pour moi, je suis presque tenté de dire que il ne mérite ni le terme de gouvernement, ni le terme de parlement. C'est une association de malfaiteurs, tout simplement. C'est une association de malfaiteurs qui dirige un pays. Alors, si vous voulez les appeler gouvernement ou parlement, vous en avez parfaitement le droit. Mais pour monsieur... le Parlement européen, ils ont affaire à un Parlement algérien, un gouvernement algérien. Pas pour le peuple algérien, nous ne sommes pas dirigés. Monsieur Benoîri, il n'y a pas une... C'est pas paradoxal ou contradictoire de dire que d'un côté, vous voulez créer un parti et vous êtes obligé de passer par des formalités au niveau d'un ministère de l'Intérieur, en l'occurrence, oui. qui fait partie de ce gouvernement. Oui, oui. Et de l'autre côté, ce gouvernement est pour vous un gouvernement de malfaiteurs. Oui, nous sommes obligés, hélas, de faire avec les règles du jeu que ces malfaiteurs nous ont imposées. Il n'y a pas, hélas, d'autre choix. C'est ça ou descendre dans la rue. Et je crois que le peuple algérien, dans son immense sagesse et maturité, n'a pas envie aujourd'hui de descendre dans la rue quand il voit ce qui se passe en Syrie, en Libye, en Irak, etc. Et il comprend très bien ce message. Soyons conscients, soyons vigilants, organisons-nous, inscrivons-nous dans les règles du jeu, mais prenons à témoin aussi le monde entier de la duplicité de ce régime, je dirais. Quel rôle peut jouer la vraie opposition en Algérie? C'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas d'opposition organisée dans le sens des partis structurés, des partis qui ont un ancrage populaire. Aujourd'hui, les 60 partis, la plupart, la quasi-totalité sont des partis fantoches qui ont été créés par l'administration pour faire semblant, pour donner le change, pour dire voilà, nous avons un multipartisme, une vie politique animée, démocratique. Mais les quelques partis qui pourraient prétendre à une représentativité ne savent pas non plus ce qu'ils pèsent. Donc nous sommes dans une phase de gestation de nouvelles forces politiques. Je m'inscris dans cette gestation-là, dans cette dynamique. Et comment, à votre avis, faire partir ce régime algérien? S'il y avait une recette miracle, Lila, je vous la donnerais. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre recette que de travailler sans relâche à éveiller les consciences. Éveiller les consciences pour leur dire ce qui se trame derrière leur dos. Éveiller les consciences pour dire voilà ce qui va se passer si on ne fait rien, c'est-à-dire la catastrophe annoncée, qui risque de remettre en cause les fondements même de l'État algérien. Vous pensez que Bouteflika est en train de pousser l'Algérie à l'éclatement? On dirait qu'il fait exprès, oui. On dirait qu'il a été programmé, préparé à détruire le pays. C'est très lourd ce que je vous dis, mais demandez donc aux Algériens. Regardez la situation de l'Algérie, qui ne produit presque rien, qui n'exporte presque rien, qui est à la merci d'une baisse des prix du pétrole, qui est à la merci de la baisse de la production, qui est à la merci de la disparition des surplus à l'exportation. Et là, c'est la catastrophe. Et quand je dis catastrophe, j'ai été le premier en Algérie, il y a presque 2 ans maintenant, au tout commencement de la campagne électorale, à alerter l'Algérie devant les dangers, les périls immenses qui la menacent. Et aujourd'hui, nous y sommes. C'est le Premier ministre lui-même qui vient d'annoncer il y a quelques jours que nous courons à la catastrophe. Il dit en gros, si nous continuons la politique dans laquelle nous sommes engagés depuis 15 ans, nous allons à la catastrophe. Il parle à qui? Il demande quoi à qui? Mais pour l'intérêt de qui agit Bouteflika, mais aussi son clan? De manière diffuse, je dirais, parce que nous ne savons pas malheureusement qui il y a derrière cette bande de malfaiteurs, et nous ne savons pas non plus qui les soutient physiquement. Nous savons seulement que cette situation n'est pas mauvaise pour tout le monde. Elle profite à une poignée d'oligarques algériens qui n'ont rien à envier aux oligarques russes, aussi riches, peut-être plus arrogants d'ailleurs, parce qu'ils ne produisent pas, ils se contentent
de piller le pays et d'accumuler des ressources qu'ils n'investissent pas, contrairement à beaucoup de Russes en Russie, donc dans leur pays d'origine. La plupart des oligarques, des fortunes algériennes, l'argent qu'ils gagnent en Algérie, ils l'investissent ailleurs, dans le monde entier, mais pas en Algérie. Monsieur le ministre, si les prix du pétrole venaient à dégringoler davantage, que va-t-il se passer dans ce pays? Le Premier ministre, celle-là, l'a annoncé il y a 2 ou 3 jours que la baisse des prix affecterait ou affectera négativement la balance des paiements et les réserves de change de manière foudroyante. C'est-à-dire que les réserves de change risquent de disparaître d'ici 2019 ou avant 2019. C'est exactement ce que je disais il y a 2 ans pendant la campagne électorale. Mais quand je le disais, le pouvoir se fermait les yeux, se bouchait les oreilles, ne voulait pas entendre ce genre de discours. Ils étaient encore sur leur nuage. À cela, j'ai ajouté le risque de baisse de la production qui est tangible et enfin le risque de disparition des surplus liés tout simplement à l'augmentation de la consommation en énergie et en carburant. Mais pourquoi donc cette consommation? Parce qu'elle est dopée par les subventions. Et pourquoi donc ces subventions? Mais parce que c'est des subventions qui servent à acheter la paix sociale. C'est-à-dire que le litre d'essence est l'un des moins chers au monde. L'électricité est presque gratuite. Les gens roulent pratiquement gratuitement avec des voitures qui sont subventionnées. Et si on dévaluait le dinar, qui est déjà une monnaie de singe, qui n'est pas convertible? La question de la dévaluation, paradoxalement, n'est jamais posée. Pas plus que la question de l'inflation. On évolue, le régime avance comme si nous étions prémunis contre une stabilité, comme si nous étions prémunis contre une instabilité des prix et prémunis contre une dépression à la baisse du dinar. Dans tous les modèles qui servent aux projections du gouvernement, ce sont 2 facteurs qui sont mis de côté, comme s'ils étaient neutres, alors qu'ils sont la conséquence de la mauvaise gestion, de la mauvaise politique économique. Autrement dit, nous sommes déjà entrés dans la phase où les prix vont augmenter par suite de dévaluation rampante. Et pourquoi ils dévaluent? Ils dévaluent pour diminuer les importations. Et pourquoi donc? Parce qu'on commence à avoir des déficits sérieux de balance des paiements, à cause de ces facteurs-là dont on parlait. Et si on allait davantage vers une exportation, j'allais dire, croissante? Oui, alors le Premier ministre, comme avant lui, d'autres Premiers ministres et d'autres présidents, disait donc au cours de cette conférence à Sonatrach, où il avait installé le nouveau président de Sonatrach, il disait il faut donc diversifier les exportations algériennes. Mais cela fait 40 ans que le pouvoir, que les responsables algériens avancent cet argument. Parle de diversification des exportations. Jamais aucun gouvernement algérien, depuis 40 ans, n'est arrivé à diversifier les exportations. Et ils le savent. Donc, quand il le dit, il est le dernier à y croire. Et pourquoi donc? Mais parce que pour diversifier les exportations, il faut mettre en place une politique pour. Et cette politique n'existe pas. Donc, on est encore dans la politique fiction. Et alors, où va-t-on? Où va ce pays? On va droit au mur. Droit au mur, je vous ai dit. Je le dis et j'ai souvent dit, au terme d'exposés de développement comme celui-ci, j'ai toujours dit, j'espère, mon Dieu, j'espère que je me trompe. J'espère qu'Ali Ben Wali se trompe. Mais hélas, les faits sont têtus, les chiffres sont têtus. Il suffit de dérouler la politique économique du gouvernement jusqu'à 2019 et on arrive irrémédiablement à la famine. Je dis bien la famine. Pourquoi j'utilise le mot famine? Beaucoup de gens m'ont dit, vous exagérez peut-être, mais je n'exagère pas du tout. Je suis prêt à vous le démontrer, chiffre à l'appui. Et la famine, elle va induire quoi? Elle va induire de l'endettement. Non, on va essayer de s'endetter. Alors que ce régime se gargarisait du remboursement de la dette extérieure. Il en a fait un axe de politique économique, 24 milliards de dollars. Quand on a encaissé 800 milliards de dollars, quelle performance, quel mérite y a-t-il à rembourser 24 milliards de dollars de dette extérieure? Mais le jour où on se remettra à l'endettement, à nous endetter, ça ne sera pas pour 5 ou 10 ou 15 milliards de dollars. Il nous faudra des 100 ou 200 milliards de dollars au minimum
pour reconstruire, essayer de reconstruire un appareil économique qui tienne la route. Et cela signifie, bien avant d'atteindre les 20 milliards, on vous indiquera, les marchés financiers vous indiqueront la porte du FMI. Et quand vous arriverez au FMI, vous savez ce qu'il vous dira? Il vous dira, mais vous avez vécu au-dessus de vos moyens pendant 15 ans, 20 ans. Il va falloir payer l'addition. Comment? Eh bien, vous allez dévaluer. C'est-à-dire que vous allez gommer, effacer tous les pouvoirs d'achat accumulés que vous avez distribués. Et donc, fatalement, une hyperinflation, c'est-à-dire qu'il faudra une brouette d'argent pour acheter une baguette de pain. Monsieur Benoîri, je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez été ministre des Finances, que vous êtes connu et reconnu sur la place de Genève comme un grand expert financier. Ce que vous êtes en train d'avancer ici, ce n'est pas pour faire peur, mais tout est étudié, analysé, expertisé. Absolument. Donc les Algériens vont vers une famine, les Algériens vont vers, j'allais dire, l'apocalypse. Absolument, absolument. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer tout de suite de régime. Il faut tout de suite se doter de députés représentatifs, d'un gouvernement représentatif, d'élus municipaux représentatifs. Il faut que le peuple algérien se gère lui-même et non pas qu'on gère pour lui à sa place. Il faut qu'il ait son mot à dire dans les affaires de la cité, dans les affaires du pays. Oui. Il faut que l'on débatte de toutes les décisions économiques, de politique économique ou sociale ou culturelle. Il faut que le moindre sou avant de le dépenser, on en débatte dans les instances concernées, que ce soit les assemblées populaires communales ou de wilaya ou au niveau du Parlement. Or, aujourd'hui, on distribue l'argent à tout va. Comme les seigneurs d'autrefois, les rois d'autrefois, on puise et puis on jette de l'argent. La majeure partie va enrichir les riches et une petite partie va servir à faire taire les pauvres, les gens qui sont modestes, etc. On donne des logements sociaux parcimonieusement, mais on fait croire. Enfin, tout ça, tout ce modèle-là est, à mon avis, épuisé. Il a épuisé ses limites. Vous pensez qu'à un moment donné, ce clan va prendre la fuite, tout simplement? Il n'aura pas d'autre choix. Le jour où le pays s'enfoncera dans une profonde crise économique, sans issue, que restera-t-il à ce gouvernement? Déjà, aujourd'hui, comment peut-il expliquer que ça va mal? Le Premier ministre dit que ça va mal. Mais ça va mal par la faute de qui? Vous êtes là depuis 15 ans, monsieur le Premier ministre. Ce président est là depuis 15 ans. Personne n'a eu son mot à dire dans la façon dont vous avez dépensé 800 milliards de dollars. Vous venez pleurer aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit. Honte à vous. N'importe quel dirigeant de n'importe quel pays démocratique démissionnerait pour infiniment moins que ça. Pour un petit scandale, et je ne parle pas des scandales liés à la corruption, qui éclaboussent ministres, députés, wali, etc. Et l'armée aujourd'hui, les militaires, le rôle de l'armée, tout le monde s'accorde à dire que c'est l'armée qui a fait venir Bouteflika en Algérie. Bien sûr, c'est un secret de polichinelle qui nous en débarrasse aujourd'hui s'ils le veulent et s'ils en sont capables. Parce qu'il s'est révélé beaucoup plus difficile à manœuvrer que d'autres présidents avant lui. Donc voilà, le peuple algérien est condamné à attendre aujourd'hui que l'armée la débarrasse de ce dictateur qu'elle nous a amené. Faut-il souhaiter aller dans ce sens? Moi, je crois que l'armée ferait mieux de s'occuper de ses oignons. Et plutôt que d'intervenir, de laisser le peuple se diriger et s'autogouverner. Parce que comment les trucages innombrables que nous avons, j'allais dire depuis toujours, ces trucages auraient-ils été possibles sans les forces de sécurité, police, gendarmerie et armée? Jamais ils n'auraient été possibles. Ils ont été cautionnés par l'armée. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons à l'armée, c'est de s'occuper de sécurité du pays, des frontières, de garantir le fonctionnement des institutions, mais surtout pas. Alors, la seule chose où je serais d'accord, c'est qu'ils nous débarrassent de celui qui nous ont amenés. Ça, je crois que je ne serais pas contre. Et le peuple algérien ne serait pas contre. Et comment combler le vide, hein? On va admettre que Bouteflika et son clan
ont pris la fuite ou on les a mis au placard. Est-ce qu'il y a une élite aujourd'hui qui peut reprendre les rênes? Bien sûr qu'elle existe. Bien sûr. Les gens ne le savent peut-être pas. Beaucoup d'Algériens d'ailleurs ne le savent peut-être pas forcément. Mais nous avons une élite nombreuse, bien éduquée, et il n'y a aucun doute que la relève est là, elle est prête. Mais, au niveau international, M. Benouari, que peuvent faire les partenaires internationaux? Les partenaires internationaux doivent écouter d'abord le point de vue de la société civile, le point de vue des opposants politiques, le point de vue de tous ceux qui pensent différemment du régime. Hélas, aujourd'hui, les seuls interlocuteurs que les grands partenaires du pays se sont donnés, c'est le gouvernement et ses représentants. Et c'est ça qui est triste. Ils devraient écouter des gens comme moi et tous ceux qui pensent différemment du gouvernement. Et alors ils apprendraient. Monsieur Benouari, vous êtes ici au Parlement européen, vous avez été reçu par un certain nombre de députés européens qui représentent tous les groupes politiques ici dans le Parlement européen. De quoi vous avez parlé? Je leur ai parlé de l'accord d'association. Cet accord d'association qui a été signé dans des conditions obscures. Les parlementaires européens connaissent très bien cet accord d'association. Ils en ont discuté la moindre virgule. Mais les Algériens, que connaissent-ils? Qu'en connaissent-ils? On nous fait signer n'importe quoi. C'est ce que j'appelle l'asymétrie dans les relations. C'est-à-dire, nous avons un ensemble démocratique qui est l'Union européenne, qui est en plus intégré, qui est puissant, prospère. Et nous avons en face des pays isolés, les pays du sud de la Méditerranée, des pays qui sont pauvres et des pays qui ne sont pas imprégnés par les mêmes valeurs démocratiques. C'est-à-dire où le processus de prise de décision n'est pas démocratique, il est opaque. Autrement dit, c'est une poignée de technocrates algériens dont je ne nie pas du tout les qualités par ailleurs. Mais enfin, comment peuvent-ils négocier avec la puissante Union européenne, quelle que soit leur qualité individuelle? C'est une poignée de cadres au ministère du Commerce, une demi-poignée de cadres au niveau du ministère des Affaires étrangères qui viennent et qui négocient avec la puissante Union européenne. Et le résultat des courses, échec sur toute la ligne. Cet accord signé en 2002, entré en vigueur en 2005, a produit des échecs à tous les niveaux, à cause de cette asymétrie. Monsieur Benouari, si l'Algérie déclare faillite politiquement et financièrement, que risque l'Europe? J'ai coutume de dire nous sommes sur le même bateau. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux Européens et à d'autres, aux grands partenaires de l'Algérie. Et singulièrement l'Europe, parce que ceux qui nous font face, ceux qui sont nos voisins, ceux qui sont menacés par l'immigration, les migrants venus du Sud. C'est à la mode, on en parle. C'est l'Union européenne, les pays de l'Union européenne. Si l'Algérie coule, l'Europe coule avec nous. C'est ce que j'essaie de leur expliquer. Vous allez me dire comment? Quel lien? Eh bien voilà, c'est simple. L'Algérie est au centre du Maghreb des 3, au centre du Maghreb des 5, et c'est de loin le plus grand en surface et en richesse. Si l'Algérie coule, et s'il y a le chaos en Algérie, vous pouvez être certain qu'il fera tache d'huile sur les pays voisins. Le chaos gagnera l'ensemble du Maghreb, des pays du Maghreb. Et de proche en proche, vous pouvez être certain que si le Maghreb dans son entier bascule dans le chaos, c'est toute la rive sud qui la suit. Et ce que j'explique aux Européens et à d'autres, mais particulièrement aux Européens, c'est que si la rive sud s'effondre, l'Europe s'effondre. Et je n'ai pas trouvé, je n'ai pas rencontré un seul responsable européen qui remet en cause la justesse de cette analyse. Alors je leur dis, commençons par l'Algérie, ça tombe bien. Maintenant que vous comprenez l'enjeu, eh bien, faites en sorte que l'Algérie soit prospère et qu'elle puisse développer un courant d'échange avec vous au plus haut niveau possible, de manière à pouvoir partager la prospérité pour le bénéfice mutuel et aussi de manière à ce que ça irrigue les pays voisins parce que la prospérité de l'Algérie entraînera celle du Maroc et de la Tunisie, de la Mauritanie et de la Libye. L'Algérie est donc un facteur stabilisateur. C'est un pays, un élément de stabilisation ou de déstabilisation et je leur dis, à vous de choisir.
On a parlé de l'Europe. Je sais aussi que vous faites le tour des Amériques, à commencer par l'Amérique du Nord. On vous écoute aussi, là? On m'écoute attentivement. Je ne dirais pas que l'intérêt des États-Unis sont les mêmes que les intérêts de l'Europe, mais ils écoutent. Non plus, je pense. Ils me l'ont fait comprendre, ils n'ont pas intérêt à ce que l'Algérie s'effondre. Et ils feront, à mon avis, tout ce qu'il faut pour que l'Algérie ne s'effondre pas. Pas plus qu'ils n'ont d'intérêt à ce que l'Europe s'effondre. Donc il y a comme ça nous sommes entraînés, malgré nous, dans des considérations stratégiques qui, fort heureusement, peuvent nous prémunir contre un effondrement total. Monsieur Benouari, mais franchement, en 2 mots, Oui. qu'est-ce qui vous donne cette fougue, ce courage, cette énergie? Peut-être un sentiment aigu de responsabilité. Peut-être parce que j'ai conscience de tous ces dangers, je vois peut-être des choses que les autres ne voient pas. Cela est peut-être dû à mon expérience de la vie publique en Algérie, couplée avec une expérience en Europe. J'ai été candidat à 3 élections en Suisse, dont une pour le Parlement fédéral. Je suis toujours membre du Parti libéral radical, je représentant de Genève pour la Suisse. Tout ceci m'a profilé de façon à me donner une sensibilité particulière. Je sais par exemple qu'on peut devenir aussi riche que la Suisse, et je sais comment la Suisse est devenue riche. J'espère que les Algériens un jour deviendront riches, parce qu'on dit toujours que l'Algérie est un pays riche et les Algériens sont un peuple pauvre. Monsieur Benouari, ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci vraiment. Merci. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne, bien sûr. Au revoir.